Avec plus de 3700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied Ferme. Aujourd'hui à l'émission, on parle de sélection génétique. Et tout particulièrement de génomique. Fait qu'on va rencontrer deux professionnels, un producteur et une personne du centre d'insémination, qui vont nous expliquer qu'est-ce que la génomique. Qu'est-ce que ça fait un gérant de territoire? Un gérant de territoire, lui, ça s'occupe principalement de faire la mise en place des produits, des services du SIAC sur l'ensemble de son territoire. Voir à ce que les services soient bien donnés et qu'on a une bonne utilisation au niveau des produits du SIAC sur son territoire. OK. Quand on parle de services et de produits, c'est assez particulier pour le centre d'insémination. Ben oui, nous autres, c'est de la semence bovine, donc, et des services d'insémination pour la mise en place de cette semence-là chez les producteurs de la région. OK. On est ici aujourd'hui dans un contexte particulier, de démystifier la génomique. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement? Donc, au départ, ce qu'il faut dire, c'est que dans l'élevage, pour être capable d'avoir une bonne idée avec les sujets avec lesquels on veut travailler, il faut travailler avec des évaluations génétiques. Donc, ces évaluations génétiques-là, au départ, on travaille avec des outils qui nous permettent d'avoir des renseignements pour bien pour avoir une bonne idée de la valeur génétique de nos individus. Donc, on travaille avec le contrôle laitier pour être capable justement d'évaluer les performances en production, les gras, protéines. On travaille aussi avec la classification pour le type, pour être capable d'évaluer la fonctionnalité de nos sujets. Et on travaille aussi avec l'enregistrement pour être capable justement de déterminer la généalogie de nos sujets et de voir d'où il vient et de connaître les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les frères et les sœurs pour être capable d'établir une famille de vaches qui va nous donner justement des renseignements qu'on met dans une formule de calcul qui nous permet d'avoir des indices génétiques. Des indices génétiques qui sont établis sur une quarantaine de caractères en production, conformation aux durabilités et caractères fonctionnels qui permettent à nos individus d'aller plus loin au niveau de l'élevage. Vous êtes au centre d'insémination artificielle à Saint-Hyacinthe. Un centre d'insémination, ça a à faire l'évaluation des taureaux. Comment ça procédait jusqu'à tout récemment, si on peut s'exprimer ainsi? La manière qu'on procédait, c'est que des accouplements sélectifs parmi les meilleures vaches au niveau de l'Amérique du Nord. Donc, on choisit les meilleures vaches à travers une liste qu'on appelle le Cow Index. Ces vaches-là sont sélectionnées. Il y a des taureaux vedettes qui sont sélectionnés pour faire des croisements. À ce moment-là, les rejetons, on les utilise au niveau du testage. C'est qu'on attend que le rejeton qui réponde à des critères de santé, ainsi de suite. On l'amène au centre d'insémination. Rendu à l'âge de 11, 12, 13 mois, on récolte de la semence qu'on envoie chez nos troupeaux qui sont éligibles aux évaluations génétiques. Ces troupeaux-là, justement, utilisent la semence de ces jeunes taureaux-là, obtiennent des génisses. Ces génisses-là, ils les élèvent jusqu'à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, pour qu'on ait une production et une classification de cette vache-là qui est à sa première lactation. OK. Donc, à partir de ces renseignements qu'elle nous donne, on attend d'avoir au moins une centaine de filles du taureau. On met ça dans une formule de calcul qui nous permet d'avoir des indices génétiques, donc la valeur génétique que le taureau possède et qui est capable de transmettre à sa descendance. Okay. Chez les ovins, on a toutes les données sont réparties dans un ordinateur, dans un logiciel. Est-ce que c'est la même chose pour les bovins? Toute la même chose aussi. Les données de contrôle laitier sont ramassées par Valacta. Les données de classification par, justement, les associations de races, le Holstein Canada. Et ces données-là sont envoyées à un organisme qu'on appelle le Réseau laitier canadien, qui, eux autres, procèdent au calcul de l'ensemble des indices génétiques de l'ensemble des individus au travers des races. Pour nous autres, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils recueillent les données au niveau des taureaux. Et ces taureaux-là, justement, ces données-là sont interprétées en indices génétiques.
OK. Et toute l'information, il faut comprendre justement que les évaluations génétiques étaient basées sur la descendance. C'est ça. La nouveauté avec la génomique. La nouveauté avec la génomique, c'est qu'on ajoute un outil de plus au niveau de notre évaluation génétique. Au départ, un jeune taureau, quand on connaît la performance de ses parents, on appelle ça une moyenne de parents. Donc, c'est évalué justement sur les performances de ses parents et c'est fiable, ces renseignements-là, à 35-40 %. Avec la génomique, ce qu'on cherche à faire, c'est d'aller plus loin au niveau de la fiabilité des renseignements qu'on veut obtenir sur l'estimation de la valeur génétique de notre individu. Donc, par une analyse de l'ADN, depuis les années 2000, il y a eu des travaux qui ont été faits au niveau de la connaissance du génome bovin. À partir de ce moment-là, qu'on a connu le génome bovin, la valeur du génome bovin, à partir de 2009, on a pu appliquer ces connaissances-là au niveau de l'estimation des valeurs génétiques de nos individus. Donc, le génome bovin nous a permis d'identifier 50 000 marqueurs. Ces marqueurs-là, qu'on appelle des SNP dans notre langage, ces marqueurs-là ont été identifiés, ont été associés à des valeurs génétiques qu'on interprète toujours là, au niveau de nos indices génétiques. Donc, ces valeurs-là nous permettent d'avoir une fiabilité au niveau de la valeur génétique qu'on a estimée, de monter à près de 60 à 65 % de valeur de précision au niveau de l'estimation qu'on a. Donc, on a presque doublé cette valeur-là au niveau de l'estimation. OK. Fait que cette information-là nous permet d'aller plus rapidement au niveau de la sélection génétique. Beaucoup plus rapidement. Ce que ça nous a permis au niveau des centres d'insémination, comme l'Alliance CIMEX, qui est partenaire au niveau du centre d'insémination pour le testage au niveau de nos jeunes taureaux. Ce que ça nous a permis, c'est d'être capable d'aller chercher beaucoup plus d'individus. Donc, on identifie beaucoup plus d'individus, on teste beaucoup plus d'individus en bas âge pour être capable de sélectionner les meilleurs au niveau de la race pour les offrir en testage. Donc, on a gagné du temps. On gagne du temps parce que présentement, on est capable de faire un test génomique sur un individu qui est naissant. Même qu'il y a des tests disponibles pour les embryons présentement. Donc, par une biopsie, on est capable d'aller chercher un test d'ADN qui va nous révéler la valeur génétique, génomique de notre individu embryonnaire. Donc, avec ça, on teste beaucoup plus de jeunes taureaux. Ces jeunes taureaux-là, on va chercher la crème de ces jeunes taureaux-là pour les soumettre à notre testage pour être capable d'identifier les individus supérieurs au niveau de la race. Au niveau de la ferme ici, vous avez une base de troupeaux qui, au niveau génétique, est relativement élevée. Oui. De quelle façon on parle de bonne génétique, mais comment vous la traduisez au niveau pratique? Bon, au niveau pratique, on reste avec comme c'était dans le passé, si on veut. On a un côté pratique, on aime bien la conformation d'un animal, qui est le côté morphologique d'une vache qui est bien conventionnel. Ça veut dire qu'elle a les bons membres, les bonnes pattes. Ça. Au niveau de la génétique, ça, c'est un acquis qu'on aime bien garder. Puis aux fonctions pratiques, c'est les mêmes critères, dans le fond. Fait qu'on aime bien ces critères-là quand on fait nos choix de taureaux. OK. Au niveau de la production laitière, ici, la moyenne par vache est à combien, à peu près? Actuellement, avec le nombre de vaches qu'on a, on peut dire qu'on a avoisiné le 10 000 kg. On a 9 700 kg présentement. Et diriez-vous que c'est absolument relié à la génomique? La génomique, ça, c'est une chose qui amène... Ça a une vertu, ça nous promotionne des choses de même, ça augmente le lait. Mais il y a beaucoup de choses qui font faire le lait. La génomique, c'est une partie, c'est un outil de travail qui amène ça. Et l'autre affaire, aussi le soin qu'on lui donne. Le confort et l'alimentation sont toujours la chose primordiale. Un producteur qui veut utiliser la génomique, il peut s'attendre à... les sommes à investir, ça représente quoi exactement? Il y a 2 tests présentement qui sont disponibles au niveau de la clientèle. Il y a un test qu'on appelle avec 50 000 marqueurs. C'est ce qu'on appelle le test que nous autres, on utilise pour les taureaux, que les éleveurs doivent utiliser aussi s'ils veulent exporter des embryons. Donc, la mère des embryons doit avoir un test de 50 000 marqueurs. On parle d'environ 160 à 170 $ du test là-dessus. Il y a un test qui est plus usuel, qui est plus disponible, qui a presque 2 à 3 % de moins de fiabilité à ce niveau-là. Puis ce test-là est à 6 000 marqueurs et il coûte environ 47 $ du test utilisé par l'éleveur à ce niveau-là.
Avec la quantité de vaches que vous avez ici, comme producteur, il ne serait pas avantageux de faire la génomique de l'ensemble du troupeau? Bien, forcément, la génomique, tu l'as par individu. Le site d'Austin Can ou bien CDN va tout interpréter la génomique de chaque animal. Sauf que si tu veux personnaliser l'animal en question, tu vas faire les tests qui s'appellent les 6K ou les 50K, qui vont approfondir les mérites de chaque animal. À ce moment-là, ça met l'outil plus par précision au niveau de chaque individuel. Bien sûr qu'on parle de production laitière. Le but ultime, c'est d'avoir une vache qui va durer plusieurs lactations dans la ferme et qui va produire, bien sûr, du lait. Globalement, avec l'amélioration génétique qu'apporte la génomique, le producteur peut s'attendre monétairement ou en kilogrammes de lait produit par année de plus à quelle variation s'il commence à utiliser la génomique? L'effet de la génomique va avoir au niveau des troupeaux, ça va être surtout une meilleure précision des sujets d'élevage qu'il va utiliser ou qu'il va garder dans son élevage. On parle avec des chiffres de Valacta qu'une génisse qu'on rend à la première lactation, au premier vêlage, son coût d'élevage est aux alentours de 3 000 à 3 500 $. Donc, plus on utilise ou on garde les meilleurs sujets, donc on va avoir un meilleur revenu, on va avoir des coûts d'élevage qui vont être beaucoup moins élevés à ce moment-là. Donc, on ne garde pas les génisses pour rien. Donc, notre précision au niveau de l'estimation et de la valeur qu'elle va nous rapporter au niveau production va être beaucoup plus précise. OK. Selon vous, les prochaines étapes au niveau de la génomique? Bien, on travaille surtout à être capable de trouver des tares génétiques, identifier les tares génétiques qu'on retrouve au niveau du bovin, être capable d'améliorer la précision aussi à ce niveau-là et travailler beaucoup plus sur la santé de notre animal. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646. Depuis 1982, la MRC de Kamouraska favorise le développement local et le soutien à l'entrepreneuriat sur son territoire. La MRC de Kamouraska, fier partenaire de l'émission Le Pied Ferme, 88 492 1660. Donc, Heidi, aujourd'hui, on est ici pour parler de maladies héréditaires chez les animaux. Oui, parce que ça existe aussi chez les animaux. Écoutez, des maladies héréditaires, on en a autant chez les animaux probablement que chez les humains. Aujourd'hui, on va s'attarder plus sur la fameuse dysplasie de la hanche et son ami, les problèmes de ligaments croisés chez le chien pour les genoux. C'est une maladie qu'on voit de plus en plus, une pathologie en fait qu'on voit de plus en plus, puis les gens se questionnent un peu là-dessus, se demandent pourquoi on n'entend pas parler, versus la dysplasie de la hanche, qui est un peu... Tout le monde connaît le mot, c'est une espèce de mot épeurant, mais personne ne sait vraiment qu'est-ce que c'est. Est-ce que ça arrive toujours chez la même race d'animaux, la dysplasie de la hanche? En fait, la dysplasie de la hanche, l'explication, là, si on peut dire en bon québécois, c'est d'être slack, la hanche finalement. C'est qu'en fait, c'est une laxité exagérée au niveau de l'articulation de la hanche. Donc, la dysplasie en tant que telle, c'est pas une maladie. C'est une anormalité qui conduit à des problèmes myo-arthrosquelettiques, dont des boiteries, de la douleur et de l'arthrite. Donc, c'est pas parce que mon chien est gros qu'il va faire nécessairement de la dysplasie? Non, ce n'est pas nécessairement ça. Et oui, il y a des races qui sont prédisposées, mais toutes les races peuvent souffrir de ce problème-là. Ce qui arrive, ce qui fait qu'on a beaucoup d'animaux dans certaines races qui sont prédisposés à ça, c'est les croisements qu'on a fait malheureusement. C'est qu'à un moment donné, on a des races qui étaient très populaires. C'était une maladie qui n'était pas connue au départ. Les gens ont croisé des adultes ensemble, des chiens et des chiennes, et on a amené à une population à devenir de plus en plus sujette à ça. Un peu comme les tremblés du Saguenay, des choses comme ça. C'est ça, c'est des... N'importe qui au Québec peut avoir des problèmes de maladies héréditaires rares, mais c'est sûr que plus il y a de consanguinité, plus il y a de gens qui sont ensemble sur des familles qui se rapprochent, plus il y a de chances d'avoir des problèmes comme ça. Donc, nos chiens de grande race, c'est ce qui est arrivé finalement. Est-ce que notre animal souffre quand il fait de la dysplasie?
En fait, la dysplasie ne cause pas de souffrance, c'est les problèmes qui vont arriver plus tard à cause de cette dysplasie-là qui vont causer de la souffrance. Donc, l'arthrite, entre autres, qui va se développer parce que, bon, bien, l'arthrite, quand l'animal, il y a un mouvement anormal au niveau de ses articulations, le corps n'aime pas ça. Fait qu'il va aller créer de l'inflammation là, puis il va essayer de gérer ce problème-là. Puis avec le temps, on va développer des problèmes osseux. Donc, qu'est-ce qui t'a proscrit? Les exercices intenses en bas âge sont à proscrire. Donc, les courses en arrière des skidoo, les montées et descentes des escaliers comme des fusées, les grosses courses dans la grosse neige molle au printemps ou en hiver, c'est toutes des choses qu'on ne devrait pas faire à son animal quand il est immature, donc en bas de 2 ans chez les chiens de grande race. Fait qu'on y va avec de l'exercice de basse intensité mais régulier, c'est important quand même, parce que la masse musculaire, c'est ce qui va faire qu'on va gérer le problème de meilleure façon. Mais si je donne beaucoup de calcium à mon chien? Le calcium, les minéraux en vrai, ils sont très, très importants. Mais ce qui est encore plus important dans les minéraux, c'est la balance. Donc, il y a une grosse mode maintenant, on parle beaucoup, les chiens devraient manger beaucoup de protéines, on devrait être fort en calcium, tout ça. Il faut faire attention. Parce que quand on donne de la nourriture très forte en calcium, au contraire, on va débalancer tout le système au niveau de ces minéraux-là, puis on va avoir des problèmes osseux en bas âge. Fait que la nourriture de très bonne qualité pour les 2 premières années de vie, c'est toujours important, mais je dirais que le nerf de la guerre pour ce qui est des maladies comme la dysplasie de la hanche, c'est vraiment les 2 premières années de vie. Puis sur une radiographie, comment on voit ça? Une dysplasie de la hanche ou l'arthrite qui vient avec. Ouais. En fait, la dysplasie de la hanche, elle, comme je disais, c'est une laxité. Hein? Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'animal, soit sous sédation, soit sous anesthésie générale, on va prendre une radiographie de ses hanches en étirant les membres pour vraiment voir, mais on les étire pas, on leur fait pas mal, là. On fait juste étirer les pattes comme ça pour vraiment voir l'alignement du bassin. Et normalement, une boule de hanche, la boule du fémur devrait rentrer correctement dans l'acétabulum qu'on appelle du bassin, puis devrait être recouverte au moins de 50 % et plus. Quand on étire les pattes puis qu'on voit que la boule est presque sortie, c'est pas normal. Elle devrait être à l'intérieur de cette demi-lune-là. Donc ça nous donne un indice qui a une laxité. On fait aussi un test, on prend les hanches puis on fait juste les ouvrir comme ça pour voir. Et si en faisant ça, ça fait pop, ça fait un petit pop, c'est que la hanche est sortie de son trou. C'est pas normal que je sois capable, moi, petite vétérinaire, de pogner la hanche du chien puis de la faire sortir de son trou. Ça, c'est des problèmes de laxité. Fait que déjà, on a un diagnostic. Sur la radio, quand c'est avancé, qu'on commence à avoir des problèmes, on voit des signes d'arthrite. On va aborder très rapidement, en fait, c'est une maladie qu'on voit de plus en plus. En fait, c'est une pathologie, pas vraiment une maladie, qui est le problème de ligament croisé crânial. Maladie très fréquente chez les joueurs de soccer qui font des mouvements un petit peu brusques, des arrêts brusques, des rotations brusques, qui vont aller rupturer un des 2 ligaments qui empêchent le tibia d'avancer par rapport au fémur. Ce chien-là a des ruptures de ligaments des 2 côtés. Probablement, c'est un problème qui était une sensibilité héréditaire dans son cas, mais n'importe quel chien qui fait un mouvement normal peut en développer. Puis ce qu'on voit ici, c'est de l'inflammation. Le blanc qui est ici, c'est toute de l'inflammation. Puis il y a des débuts d'arthrite, des débuts de petites pics osseux. Là, ça devrait tout être beau, tout lisse ici. Ça devrait tout être beau, lisse ici. Puis on voit qu'il y a des petits rebords irréguliers. Et malheureusement, cette chienne-là, ça, c'est son genou gauche. Cette chienne-là, on voit aussi qu'elle a, c'est pire encore, sur son genou droit. Vraiment des petits spicules un peu partout, grosse inflammation. Là, ce blanc-là, ici, ne devrait pas exister. Ça devrait plus être gris foncé comme ça. Donc, c'est un chien qui a des pathologies aux 2 endroits, qui va avoir besoin de chirurgie. Fait que du côté pratique, comment vous utilisez la génomique ici? Bien, c'est pas compliqué. Du côté pratique, on peut en faire à chaque jour à l'achat de la semence des taureaux qu'on utilise de chaque centre d'insémination. Ils sont tous évalués, les autres forcément, par individu. Ça fait que chaque jeune taureau qu'on achète, déjà là, il y a un génomique qu'on peut évaluer avec les critères que tu t'es fait dans le troupeau. C'est un minimum à respecter dans le troupeau en conformation. Si c'est au moins plus 9, plus 10, ça te prend ça. Tu choisis dans les 5-6 dans le mois. Et les critères de lait aussi est évalué là-dedans. Puis tu ne vas pas avec une combinaison assurément gagnante, mais mettons que tu as 75 de chance que ça se concrétise à un niveau acceptable. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Dans 3 ans, avec l'animal essaye en lactation, au choix de
l'animal, en tout cas, que tu utilises comme choix de taureau, ça va aller dans 3 ans avec que tu es capable de l'utiliser. Avec comme vache à la ligne à lait. Ça fait que faut comprendre que les chiffres vont baisser aussi là, avec les 3 ans que tu vas avoir à attendre le produit que tu vas avoir acheté. Fait qu'il faut t'arrêter à un prix intéressant, il faut t'arrêter à un niveau acceptable en commençant. Fait que vous dire acceptable, c'est assez haut pour pas qu'il aille trop bas quand tu vas l'avoir à un moment donné dans tes vaches avec toi. OK. Dans le troupeau ici que vous êtes en train de reconstituer, il y a quel pourcentage à peu près qui est dans la génétique vraiment supérieure au Canada, selon vous? Quand on a acheté des vaches, il y en avait qui n'étaient pas nécessairement élevées. Il y en avait qui étaient bien bonnes, puis on le savait, en génétique, là, mais pas plus que ça en génomique. C'est pas une priorité d'avoir un full génomique à chaque fois que tu achètes un animal non plus. Il ne faut pas voir ça comme une obligation vraiment garantie là, dans ton ouvrage tous les jours. Sauf que c'est un atout de base, là, vraiment, dans tous les jours que tu travailles de quoi. Fait que le bon vieux système de famille, de vaches, justement, qui élève, ça tient encore le chemin malgré le fait qu'il y a le génomique. Oui. Fait que la génomique, c'est une information additionnelle qu'on peut utiliser avec l'ensemble des autres facteurs. Ça toujours une chose là, qui aide à prendre des bonnes décisions des fois. OK. Mais au niveau des tests ici, vous avez certains animaux qui ont déjà été testés? Oui. OK. La question là, de tester des animaux, on en teste au moins 25 maximum. OK. On ne teste pas tous les animaux. Si on fait un élevage, je ne sais pas, au moins 150 tares par année, ça ne deviendrait pas nécessairement trop dispendieux, mais il y en a qu'on sait que c'est des vaches là, qui vont faire du lait. Mais il y en a d'autres qui vont faire de la vente d'embryons, peut-être éventuellement. Okay. Puis les autres, c'est important de savoir, si on a fait des floches, des transplantations, qu'on veut avoir la meilleure, bien, il faut que tu les testes toutes. C'est une éventualité que tu ne peux pas deviner. Ça. OK. Puis au niveau testage ici, avec le niveau génétique que vous avez, il y a aussi les centres d'insémination qui sont intéressés par certaines lignées que vous avez dans le troupeau. Oui, c'est hors de tout doute qu'ils ne vont pas faire des tests sporadiques sur un animal. Ils vont tous vouloir voir la famille, laquelle qui est la meilleure. Puis les taureaux, bien, c'est encore plus vrai parce qu'il n'y a pas longtemps, ils testaient tous eux autres mêmes. Donc là, depuis il n'y a pas tellement longtemps, on peut les tester nous autres mêmes, les taureaux. Okay. Ça fait que les autres mêmes, ils savent déjà les taureaux, quels qu'ils vont sélectionner. Pour eux autres, la génomique, elle a beaucoup emmené pour la sélection du taureau. Ça, c'est une chose qu'ils prennent bien sûr le meilleur possible, mais aussi le taureau, là, morphologiquement parlant, plus la génomique, donne, ils se trompent pas mal moins. Je dis pas mal moins, c'est parce que des fois, le deuxième, qui n'ajoute 2, bien, ils ont plus de chances de ne pas se tromper que d'acheter qu'un. Mais la meilleure des choses pour eux autres, c'est d'acheter moins de taureaux possible à la grandeur de la province et à la grandeur des environnements, comme aux États-Unis. Ça leur donne un cheptel beaucoup moins grand à acheter à comparer à avant. OK. Au niveau variabilité génétique, si justement on concentre d'aller chercher les meilleurs sujets, comment vous arrivez à garder une variabilité génétique dans le troupeau ici? C'est-tu un problème ou il y a suffisamment de lignées différentes qui fait que vous y arrivez sans problème? Il y a bien des intervenants, comme à un moment donné, la sélection, si on parle de sélection, on devient plus sélectif quand on a un choix. Il y a des choix, là, à un moment donné, que ça devient incontournable. La conformation devient un choix. La génomique devient concluant si réellement tu as trop de bons choix à garder. Et à ce moment-là, est-ce que la vente d'embryons devient intéressante? La vente d'embryons, je pourrais dire que ça a été très intéressant il y a une dizaine d'années. Cette année elle est bonne encore, mais beaucoup plus sélective là, en 2013. Là. Je dis 2013 parce que les autres années antérieurement, on a vendu beaucoup d'embryons, mais beaucoup, là, aujourd'hui, là, c'est plus simple à dire qu'on en vend vraiment des choix sélectifs. Là. Il y a des pays qui l'ont déjà acheté beaucoup. À ce temps, sont rendus avec un bon cheptel. Ils sont plus difficiles, donc ils veulent avoir de la qualité encore plus spécifique. OK. Combien de transplantations embryonnaires faites-vous ici annuellement? C'est variable là, par mois, ça, mais d'habitude, on peut en faire 1 ou 2 par mois. Mais à cette heure, on y va plutôt... c'est plus sélectif. Là. Je dirais, là, cette année, on va en faire un peu moins parce qu'on a beaucoup de vaches, là, un peu plus à comparer à d'habitude. Puis quand il y a beaucoup de vaches avec un standard élevé, là, bien, ça diminue un peu l'augmentation des floches à faire. Les floches sont surtout faites en considérant la vente d'embryons et un contrat de taureau. Les floches personnelles, comme je pourrais dire, on en fait beaucoup moins. Le Centre d'insémination a une alliance certaine avec Holstein Canada, indirectement. Oui. Est-ce que la génomique est aussi disponible pour les autres races au niveau du bovin?
Tout l'ensemble des races, il faut dire que la génomique, la base de la génomique ou l'estimation qu'on a faite par l'ADN, ça a pris beaucoup plus, ça a pris une banque de données d'individus assez grande. Donc, toutes les races qui possèdent justement une banque de données ou des sujets assez grands à travers le monde ont accès à la génomique. Présentement, on a la race Holstein, la race Ayrshire, la Jersey et la Suisse brune. Les autres races, comme la canadienne ou la Guernsey, on n'a pas assez d'individus au niveau de la race pour être capable d'établir une banque de données fiable à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas difficilement amener des comparaisons avec l'épreuve standard. OK. Toutes les races que vous avez mentionnées sont des races laitières. Est-ce que races du côté du bovin de boucherie, il y a aussi des travaux qui sont en cours? Il y a des travaux qui se font au niveau du bovin de boucherie, mais c'est sûr que c'est pas facile. Il faut monter la banque de données, échantillonner pour monter une banque de données à ce niveau-là. Et il y a des travaux qui se font à ce niveau-là aussi. Vous avez parlé du pourcentage d'utilisation des producteurs. Ce serait quoi le prochain défi pour convaincre le pourcentage restant? Bien, je vous dirais, plus on avance dans le temps, plus le test est disponible à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une démystification qui est faite au niveau de la génomique. Au départ, les gens pensaient que c'était quelque chose qui était pour l'élite au niveau de la race. Ce qu'on a à travailler, puis là-dessus, justement, au SIAC, on est en train de mettre en place un réseau de services conseils au niveau de notre clientèle pour être capable de vulgariser beaucoup mieux cet outil que je considère qu'il devra devenir aussi essentiel à la ferme que l'enregistrement, que la classification, que le contrôle laitier. Donc, plus on va le vulgariser, plus on va faire des tentatives par notre clientèle au niveau des résultats, je pense que c'est un outil qui va être adopté encore de plus en plus dans l'avenir. OK. Un outil qui sera de plus en plus adapté et aussi utilisé parce que, bien sûr, quand c'est nouveau, c'est relativement dispendieux, mais sûrement que les prix sont à la baisse présentement. Bien, au départ, le premier test génomique qui a été fait au départ, je vous dirais, avant que ça soit commercialisé, on pouvait l'estimer à environ 10 000 pour une tête. OK. Maintenant, on parle de 47. Donc, on peut parler de choses de très abordables à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on a vraiment vu que la génomique était un outil de plus pour améliorer la qualité d'un cheptel. À deux niveaux, au niveau de la conformation générale des animaux et aussi, bien sûr, au niveau de la production laitière par vache par année. Avec plus de 3 700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied Ferme. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646.